Bonjour, nous allons donc poursuivre notre réflexion avec la question des contre-exemples dans l'éducation féminine et finalement la femme et la notion de culpabilité et je dirais la honte et l'héritage non intentionnel qui s'ensuit et qui peut s'avérer un obstacle dans l'inclusion de cette femme dans la cité et dans le débat philosophique. Alors, à partir de l'ère chrétienne, la femme est celle qui porte, selon la Bible, le poids du péché original. Ève désobéit à Dieu, cède au serpent dans le jardin et propose à son mari de goûter à la pomme que lui propose le serpent, le fruit défendu de l'arbre de la connaissance. Elle propose la pomme à son mari qui la mange à son tour, ce qui déclenche la colère de Dieu et l'expulsion du couple du jardin d'Éden. Cette histoire devint célèbre, le premier couple de chrétiens se présente donc comme celui par qui le malheur de l'humanité arrive, et l'histoire qui va leur succéder est celle de la tentative de rachat de cette faute originelle, la volonté de connaître qui entraîne la perte de l'innocence et l'exil du couple. Dans cette histoire, Dieu est masculin et le coupable est féminin. Et vous voyez, l'héritage non intentionnel qui se dessine pour les femmes, c'est-à-dire que la volonté de connaître va susciter la colère de Dieu, l'expulsion du paradis et une notion de honte aussi, parce que le couple était nu et je vous remets à la Bible, et ils virent qu'ils étaient nus. Et il y a là une sorte d'héritage, parce que cette histoire est célèbre dans la culture judéo-chrétienne, et ce mythe a nourri des générations pendant 2 millénaires, et il viendra bien sûr nourrir l'imaginaire féminin et la femme à l'origine de la chute de l'homme, mais aussi d'une chute provoquée par sa volonté de connaître, sa volonté de savoir, va être déclinée dans la littérature française. Je voudrais commencer par un roman célèbre de l'abbé Prévost, Manon Lescaut, perfide Manon. Ça revient tout le long du roman, perfide Manon, où l'intelligence, la beauté sont associées au mal et au danger. Et finalement, cette femme va déclencher le désarroi toute une série d'hommes qu'elle entraîne à la perte par les jeux, les dettes. Donc, ce roman est signé par un abbé. Voilà. Donc, il faut se garder, lorsqu'on est femme, de suivre l'exemple de la perfide Manon. Je m'excuse pour toutes les femmes qui ont hérité de ce prénom, et je les remets à l'œuvre de Manon Lescaut, de l'abbé Prévost. Et un autre exemple dans la même veine, ce roman de l'abbé Prévost date de 1753. En 1880, il y a Nana de Zola, la Dame aux camélias d'Alexandre Dumas en 1848. Ces romans ont en commun que leurs héroïnes vont sombrer dans la tourmente avec leurs admirateurs, les jeux, les dettes. Ceux-ci perdent complètement le contrôle de leur existence devant la beauté, l'intelligence des jeunes prostituées. Ils s'avilissent et s'oublient dans le plaisir fusionnel de la déchéance. C'est-à-dire que à écouter le corps, à écouter les passions, à écouter les émotions, l'homme et la femme sombrent dans une chute vertigineuse
et contre laquelle il faut se prévaloir. Et ces romans ont bien entendu une portée éducative. Dans cette tradition littéraire, on voit éclore une femme décrite et perçue comme un objet sexuel, un objet de conquête et perdition, vision objectale qui va fortement imprégner l'imaginaire et traverser les siècles. En témoigne tout le marché culturel ayant pour centre le corps de la femme, magazines, séries cultes, outdoor. Et puis je voudrais approfondir, nous avons un roman contemporain tout à fait polémique et qui a fait couler beaucoup d'encre, autant que Antigone, c'est Lolita de Nabokov, et qui a été l'origine d'une série de films. Et Lolita, qui est une jeune de 13 ans, qui va entraîner son beau-père à la déchéance et à la chute parce qu'il tombe éperdument amoureux de la jeune Lolita. Très beau roman de Nabokov. Donc cette femme, on attend qu'elle pose, qu'elle défile, qu'elle séduise, qu'elle se mue en image. C'est la femme fatale, jeune ou moins jeune, mais on ne lui demande pas d'avoir une pensée qui lui soit propre. Bien au contraire, on l'accuse de faire perdre aux hommes la faculté de penser. Alors, moins séductrice et beaucoup plus révoltante sont toutes ces femmes qui ont été torturées, poursuivies, comme Jeanne d'Arc, et qui viennent obscurcir la période de l'essor de la philosophie chrétienne. La foi et la raison semblent une alliance précieuse, mais elle demeure, à quelques rares et saintes exceptions près, réservée aux hommes. Bien sûr, il ne faut pas l'oublier, il y a des hommes qui ont désobéi devant cette vision du monde qui reléguait dans l'ombre une part de l'humanité. Toutefois, ils avaient, comme le philosophe Abélard, l'instruction et le pouvoir refusés aux femmes. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Abélard et d'Héloïse. Abélard est un philosophe brillant de l'Université de Paris, un jeune philosophe, et il va avoir pour élève particulière, incité par son oncle, élève de philosophie, donc une des premières femmes philosophes, Héloïse. Il tombe éperdument amoureux d'Héloïse, Héloïse tombe amoureuse d'Abélard, mais Héloïse est extrêmement brillante, adore la philosophie, et elle n'a pas le droit de suivre les cours, elle va suivre les cours en cachette, bon, ils ont un enfant, l'oncle le sait, il y a une vindicte, Abélard est châtré, se repent, enjoint Héloïse de prendre les ordres, lui-même devient moine. Enfin, c'est une histoire très triste parce que c'est un amour qui est très, disons, jugé à l'époque et violemment jugé. Et sans doute, Héloïse et l'esprit d'Héloïse devrait inspirer beaucoup les jeunes femmes qui font de la philosophie aujourd'hui. C'est une terrible histoire, mais en même temps une histoire de fidélité, parce que Héloïse et Abélard ne vont jamais se trahir. Finalement, ils seront stoïciens, ils demeureront intérieurement libres et échangeront des lettres passionnées tout au long de leur vie. Et donc, il y a des femmes qui ont risqué la philosophie, mais c'était pas très facile. Donc, il y a aussi l'image des femmes coupables, de la folie des hommes, parce que finalement, c'est Héloïse qui est coupable de la tragédie d'Abélard, comme Ève est coupable de la chute d'Adam, et s'associe à ce sentiment
de liberté sexuelle, finalement un sentiment de honte, de gêne. Aujourd'hui, Manon rit toujours avec Perfit dans un swing de Gainsbourg. Et cette image des femmes fatales, des femmes images, des femmes objets, des femmes qui font perdre la tête aux hommes, n'est pas seulement une image d'un roman de l'abbé Prévost. C'est encore quelque chose qui peuple l'imaginaire féminin et masculin. Et ça nous entraîne à une autre partie de mon travail avec vous et de ma réflexion, c'est celle des femmes cachées, les femmes qui finalement vont préférer au modèle féminin, puisque c'est un modèle qui les rabaisse, qui les avilit, puisque vivre sa sexualité, sa sensualité, sa féminité est dangereux, puisque l'intelligence et la beauté sont synonymes de mal. Eh bien, c'est des femmes qui vont nier leur féminité et qui vont cacher cette féminité et adopter le modèle masculin. Et donc, je voudrais, dans un prochain vidéo, aborder avec vous la problématique des femmes cachées et des femmes qui finalement vont essayer d'adopter un modèle de fonctionnement des Lumières, rationnel, avec une certaine contention des émotions, une certaine contention de l'affectivité, afin de ne pas se ressembler à ces contre-exemples comme Manon Lescaut, Nana ou la Dame aux camélias qui a donné le superbe opéra de Verdi. Alors, à très bientôt pour la suite de cette réflexion. Merci.